Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, donc le podcast quotidien sur la Gold Cup, spécial Gold Cup. On parle juste de ça et on aime ça. J'espère que vous aimez ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi le 19 juin, donc on va parler des matchs qui se sont joués hier soir. Deux gros matchs qui se sont joués entre le Panama et la Trinité et Tobago, et le deuxième match qui se jouait entre les États-Unis et Guyana. Comme d'habitude, depuis le début de ces podcasts spéciaux, j'ai avec nous un autre des rédacteurs en chef de Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Salut à tous, ça va très très bien, merci. Et oui. Je suis content de voir enfin, les États-Unis entrer en compétition. Ouais, je pense qu'on a tous hâte. Et le revenant du siècle, Monsieur Anthony de Varenne, le troisième rédacteur en chef. Donc, un podcast spécial rédacteur en chef Culture Soccer. Anthony est revenu de son gros périple en France. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, je suis vraiment content de revenir. Là, je commence à m'ennuyer. Tu nous as vraiment manqué. Moi, je m'attendais à ce que tu reviennes avec le gros accent français comme Antoine, mais non, ça n'a pas l'air. J'ai d'ailleurs pu avoir la chance de rencontrer Antoine. Là. C'était vraiment plaisant. Ouais, c'est drôle, hein, parce que pour ceux qui savent pas, Anthony et Antoine travaillent ensemble depuis très longtemps, même avant que moi je les rejoigne, et puis ils s'étaient jamais rencontrés. Donc, c'est chose faite. Très, très contents. Ils étaient très contents, et j'espère qu'un de ces jours, on va pouvoir se rencontrer les trois en chair et en os. Ce serait vraiment magnifique. Donc, on va revenir à nos moutons. Et nos moutons reviennent sur le premier match. Donc, Trinité-Tobago-Panama. Pour moi, ce match-là, c'était vraiment le match le plus important pour la deuxième place, parce qu'on s'entend que logiquement, les États-Unis devraient être premiers. Et le Panama a battu Trinité-Tobago sur le score de 2-0. Donc, en premier, Anthony, honneur au revenant. Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Eh bien, moi, à l'entente de ce match, j'avais beaucoup d'espoir en Vallée Trinité. Vous le savez, je suis énormément à la USL. Il y avait plusieurs joueurs de USL à l'entente de cette rencontre. Déjà en défense, là, il y avait Michael Williams, l'ancien de Colorado. Il y avait également, si je regarde, il y avait également Alvin Jones qui évolue à Oklahoma City avec Alexis Bossetti, et Kevin George de Charlotte. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'espoir en cette équipe avec en numéro 10 Kevin Molino. Là, donc, j'avais vraiment hâte à cette rencontre face à un Panama assez solide quand même, avec plusieurs joueurs MLS. Mais au final, là, j'ai vraiment été déçu par Trinité. Là. Ils ont vraiment rien fait du match. Il manquait toujours la dernière passe pour créer la différence, tandis que le Panama a quand même été réaliste. Donc, vraiment, au fur et à mesure de la rencontre, là, j'étais de plus en plus déçu des Rouges et Noirs. D'accord, je sais pas, Antoine, je suis sûr que tu as des choses à ajouter, donc t'as pensé quoi? Est-ce que tu as trouvé vraiment que la Trinité-Tobago était aussi faible que ça? En fait, c'est marrant parce qu'ils avaient la position était à peu près égale, mais ils n'arrivaient pas à s'approcher du but du Panama, alors que le Panama, étrangement, était quand même plus dangereux. Le Panama qui d'ailleurs jouait avec quand même pas mal de joueurs MLS. La défense, c'était 3/4 de la MLS. Murillo des Red Bulls et Cummings des Earthquakes et le capitaine des Sounders, le vétéran des Sounders, pardon, Roman Torres. Et cette défense a tenu à peu près bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de chance du côté de Trinidad, malgré Kevin Molino, comme le disait Anthony. Jovin Jones aussi, des Sanders, est rentré en cours de match, et puis Oscar Brown, vraiment en fin de match. Omar Brown. Omar Brown, pardon. Ouais. Pour aider le Panama à la fin. Mais, donc ouais, le fait, le Panama était juste avait plus le contrôle du ballon, même si la possession était égale. En fait, eux arrivaient à se projeter, alors que Trinidad et Tobago était un peu resté compliqué au milieu de terrain. Et je me dis que le Panama peut jouer un peu les troubles faits. Ça va être plus compliqué que prévu pour les États-Unis, mais c'est vrai que le Trinité et Tobago, c'est un peu
une déception. Exactement. En fait, moi aussi, j'ai été assez déçu. Par contre, j'ai bien aimé le premier but du Panama. J'ai trouvé vraiment extrêmement beau. Pour ceux qui ont la chance d'aller le voir, c'est le but d'Armando Cooper, l'ancien du Toronto FC, qui maintenant joue en Israël, si je me trompe pas. Oui, effectivement, il joue en Israël maintenant. Et il a marqué un but où il a même dépassé le gardien pour après vraiment glisser le ballon dans un angle un peu difficile. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce but-là. D'un autre côté, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si jamais je dis que ce match-là est supposé donner celui qui va passer en deuxième, qui sera en deuxième de ce groupe-là? Ou est-ce que vous pensez que le Guyana peut faire une surprise et passer devant une de ces deux équipes-là? Pour avoir vu jouer la Guyana hier, je pense pas. Franchement, le Panama et la Trinité devraient gagner face à Guyana. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je pense aussi. Anthony, tu penses à une surprise ou pas vraiment? Non, vraiment, le Panama, là, j'avais quelques doutes à l'entente de la compétition, mais vraiment, avec cette rencontre pleine, sans erreur, rien, là, aucune erreur de concentration, rien, je crois que ça risque d'être le même score ou même plus élevé face à la Guyane, parce que j'ai vraiment l'impression que la Trinité et Tobago est supérieure à la Guyane. Parfait, parfait. Ben, c'est excellent parce que, alors maintenant, le Panama a pris la main dans ce groupe-là, en tout cas sur la seconde place de ce groupe-là. Un 2-0, je pense aussi c'est très important d'avoir gardé sa cage en violet. Moi, j'aime bien le fait que dans ce match-là, on a vu beaucoup de joueurs MLS, vous en avez parlé les deux. C'est quand même intéressant de voir que autant la MLS se montrait lors de cette Gold Cup. Est-ce que vous pensez qu'en voyant autant de joueurs MLS et USL sur le terrain, est-ce que vous pensez que ça améliore le produit offert par la Gold Cup? Ouais, on en parlait un petit peu hier quand on parlait de la Jamaïque, et dire que, je sais plus si on parlait, ouais, c'était peut-être la Jamaïque, mais on disait que le fait qu'il y ait plus de talents et de Carabiens et d'Amérique centrale qui viennent en MLS, c'est bien. Et le fait que ces talents puissent après avoir cette scène de la Gold Cup pour se montrer, c'est encore mieux parce que ça prouve qu'ils peuvent jouer en compétition internationale face à de grandes nations comme le Mexique, par exemple. Donc, c'est vraiment bien de voir pas mal de joueurs MLS. Et puis, pour nous, c'est tellement plus facile quand on voit des gars MLS plutôt que des mecs qui jouent au Guatemala. Ça fait nos recherches quand même beaucoup plus simples. Oui, et vraiment, j'ai l'impression aussi que ça doit attirer plus de personnes au stade parce que je crois qu'une équipe du Panama, si les joueurs là, ne seraient pas en MLS, là, par exemple, un Michael Murillo, un Roman Torres, peut-être que les gens auraient été moins enclins à aller voir la rencontre, même si le stade n'était pas plein. Et comme disait Antoine, là, c'est beaucoup plus facile pour la recherche. Donc, oui, c'est ça. Et puis, une autre chose, désolé que je rajoute vite fait, par exemple, Molino, il jouait devant son public parce que c'était à Minnesota le match. Donc déjà, c'est beaucoup plus sympa pour la foule locale aussi de connaître ses joueurs. Oui, ben c'est sûr, ça a beaucoup aidé de voir Kevin Molino jouer devant ses partisans, bien évidemment. Mais moi, je trouve aussi, j'aimerais ajouter que ce qui est intéressant pour ces joueurs-là, pourquoi on dit que c'est, pour moi, pour beaucoup de ces joueurs d'Amérique centrale d'Amérique centrale et de toutes les îles, je trouve que ça les aide de jouer dans des clubs qui ont quand même des structures aussi importantes que les clubs de la MLS. On a vu plusieurs fois des joueurs européens de haut niveau, je parle de Didier Drogba, d'Andrea Pirlo, de Frank Lampard, en tout cas tous ces joueurs-là qui sont venus en fin de carrière en MLS, ils ont tous dit comme quoi c'est quand même intéressant de voir des clubs qui sont quand même nouveaux, une ligue qui est quand même nouvelle, oui, qui est pas du même niveau que l'Europe, mais avoir des structures aussi intéressantes. Et puis ça, pour des joueurs d'Amérique centrale où on s'entend, les clubs n'ont pas les moyens pour avoir des structures. Pas tous les clubs ont des moyens assez importants pour avoir des structures aussi importantes. Donc, je pense que ça aide ces joueurs d'Amérique centrale à se développer encore plus vite avec des structures qui font du sens et qui sont aux normes des meilleurs clubs en Europe. Donc, je pense aussi que ça aide le développement de ces joueurs-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Une stabilité dans une carrière, c'est très, très important. Donc, c'est déjà... quand on est sûr d'être payé tous les mois, ce qui n'est pas forcément le cas dans les clubs d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, ça apporte déjà un gros plus et on joue plus sereinement et on joue mieux, j'imagine. Ouais, exactement.
Exactement. Donc, bref, finalement, donc 2-0 pour le Panama sur Trinité et Tobago et on va passer au prochain match et c'est le match qui nous intéresse, donc on va prendre un peu plus de temps parce que, comme on le sait, Culture Soccer couvre bien évidemment surtout le Canada et les États-Unis et c'est la victoire des États-Unis sur le score de 4-0 sur le Guyana. C'est quand même intéressant de voir ce score-là. Bon, on s'y attendait, mais c'est la manière en plus qui a impressionné. Antoine, est-ce que je suis sûr que tu as vu le match étant gros supporter de cette équipe-là? Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? En fait, c'est marrant parce que tu sais, avant la Gold Cup, il y avait plein d'interrogations et on se posait plein de questions sur les États-Unis. Au final, il gagne 4-0, donc c'est une belle victoire. Mais comme c'est face au 177e mondial et qu'ils ont eu qu'une occasion dans le match, Guyana, bah on n'a pas plus de certitude sur cette équipe américaine. Donc c'est un peu bizarre. Mais au final, c'était une belle victoire. Le 11 a plu. Il y a, je pense, certains joueurs qui ne joueront pas titulaires lors du reste de la compétition, surtout Chess Zardes, qui a marqué un but casquette. Mais vraiment, c'est le gardien qui dégage le ballon sur la tête de Zardes, qui s'en fait exprès le met dedans. Et il a failli en mettre un en deuxième, au tout début du match, en contrôlant le ballon et en ratant son contrôle et le ballon est arrivé dans le but mais il était hors jeu donc il a mis 2 buts de casquette dont un hors jeu mais c'est le seul qui à mon avis perdra sa place pour sûr pour les prochains matchs parce qu'Altidor une fois qu'il est à 100%, pour 100% prêt il sera devant mais il y a de très bonnes choses à prendre de cette victoire. En défense on n'a pas appris grand chose vu qu'il n'y a eu qu'une seule occasion. Seulement la seule occasion était faite sur un raté de Tim Rim qui est déjà, l'arrière gauche des États-Unis, c'est déjà un problème. Il est en concurrence avec Daniel Lovitz et on risque peut-être de voir Lovitz à sa place parce qu'il n'était pas serein. Et sinon, au milieu de terrain et devant, c'est très bien passé. Tyler Boyd, dont on parlait un peu dans le podcast de présentation, qui jouait cette année en Turquie et qui est prêté du Portugal, qui est fraîchement naturalisé américain, pardon. Qui jouait avant avec la Nouvelle-Zélande, il y a quelques amicaux, mais il a décidé de jouer pour les États-Unis. Il a marqué un doublé, 2 superbes buts. Il aurait pu en marquer 3 ou 4 en vrai, parce qu'il a eu des très belles occasions. Et c'est une satisfaction, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a joué que 60 minutes avec les États-Unis avant cette Gold Cup, et là il rejoue un match entier ou presque, et il fait un super match. Donc à mon avis, il sera titulaire dans les prochains matchs à la place de Jordan Morris, qui a vraiment. Jordan Morris est un bon joueur, mais il a du mal à faire la différence sur des 1 contre 1. Jordan Morris, c'est plus de la vitesse, de l'explosivité. Tyler Boyd, lui, peut avoir le ballon, le prendre, faire quelques touches, éliminer un joueur et puis marquer. Il a fait 2 très beaux buts hier. Et de l'autre côté, Paul Arriola a aussi bien marché. C'est pas un super joueur du style pas très explosif, mais il fait très bien le travail pendant 90 minutes. Il arrive à garder le ballon, à tenir un petit peu son côté, à faire des allers-retours, beaucoup d'efforts, donc très propre. Face à une nation contre la Guyana, en tout cas, c'était parfait. Oui, exactement. C'est vrai que c'est très bien pour commencer la compétition, surtout une équipe nationale des États-Unis qui était en perte de confiance. Je pense que ça va beaucoup les aider à retrouver un peu la confiance. Anthony, toi, t'as pensé quoi de ce match-là? Ben, comme vous le dites, là, alors, au début de la compétition, les États-Unis n'étaient pas vraiment en confiance là, avec 2 contre-performances en amicaux juste avant. Et même si c'est contre la Guyane, la Guyana, c'est pas une grosse nation, hein, avec la majorité des joueurs, je crois qu'on ne les connaît pas. Mais vraiment, là, c'est quand même un 4-0 dans une compétition officielle. Donc, de quoi remettre la confiance aux hommes de Greg Berhalter. Et vraiment, là, comme le dit Antoine, là, au début, on savait pas trop. C'était seulement 60 minutes de jeu. Et au final, c'est quand même un doublé. Donc, je crois là qu'il vient, il vient de signer un contrat pour être partant pour le reste de la compétition. Ouais, après, c'est dommage parce que les États-Unis ont mis 30-40 minutes à rentrer dans le match. Ça, c'est un peu dommage parce que c'était la Guyana et même Tyler Boyd, justement, au début de match, avait du mal. Donc, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'ils montrent. Ce qui est bien, c'est que pendant tout le match, après, ils ont montré de l'envie, malgré qu'ils jouaient contre une toute petite équipe. Ils ont essayé d'empiler les buts. Mais au début, ça a pris du temps. Et donc, contre le Panama ou la Trinité et Tobago, il va falloir y aller plus rapidement.
Ouais, effectivement. Et puis, c'est ça que j'allais dire. En fait, Antoine, tu m'as devancé. Effectivement, ça a D'accord. pris du temps avant que. Bah, non, tu peux pas le savoir. Ça a pris du temps avant que les États-Unis vraiment trouvent leur rythme de croisière. Et je pense que c'était une question de mental, une question de confiance. Ils ont été vraiment descendus, et avec raison, par les médias locaux, par les médias US qui disaient comme quoi, bon, c'est pas trop ça. Il y a eu beaucoup de pression, il y a beaucoup de critiques sur la sélection choisie par Greg Berhalter. Euh, et je pense que ça a beaucoup joué sur le mental de cette équipe-là. On se rend pas compte, mais cette équipe-là a beaucoup moins de vétérans que ce qu'elle avait dans le passé. Donc, c'est une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et le mental est pas aussi important que ce qu'il était avant avec des vétérans confirmés. Mm. Je suis sûr que le rôle de Michael Bradley est décuplé fois 10, je trouve, même plus que et vraiment fois 10 le rôle de Michael Bradley comme le grand frère de cette équipe-là, comme le capitaine, le grand Ouais. frère de cette équipe-là. Et je pense qu'il a dû avoir beaucoup de travail pour essayer de remonter le moral à ses troupes. Et ça s'est vu, comme tu as dit, le premier but est arrivé à la 26e minute. Il y avait eu 4-5 occasions avant, mais sauf que on voyait ce manque de confiance-là en début de match avec les États-Unis. Puis c'est juste en deuxième mi-temps où ça a complètement déboulé avec le premier but de Tyler Boyd, le but gag de Zardes à la 56e. Puis après, bon, il y a eu un seul but en 81e, mais les États-Unis auraient pu en marquer 2 ou 3 de plus assez facilement. Ouais. J'aimerais qu'on se concentre un peu sur les performances individuelles. On a parlé bon, de Tyler Boyd, je pense qu'on n'a plus besoin de venir là-dessus. On a parlé de Jesse Zardes aussi. Moi, j'aimerais beaucoup parler des deux, je vais dire, des deux prochaines stars de l'équipe nationale. En tout cas, ça fait longtemps qu'on attend qu'ils soient les stars de l'équipe nationale, mais on sent qu'ils ne sont pas encore au point. C'est Weston McKennie qui a quand même fait 1 ou 2 bons jeux durant ce match-là, et Christian Pulisic. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de leur premier match contre une faible équipe du Guyana. Moi, très sincèrement, je ne les ai pas trouvés extraordinaires et bien au-dessus du niveau je m'attendais vraiment à ce qu'ils explosent un peu tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, toi l'expert de l'équipe nationale américaine. En fait, tout le milieu de terrain, c'était un peu compliqué, surtout au début. Pulisic, il était vraiment frustré. Tu avais l'impression il a fait. C'est vrai, il y a 2-3 fois où il a fait des coups de génie et tu vois que vraiment, il a le talent pour le faire. Mais il était frustré parfois. Il marchait un petit peu sur le terrain parce qu'il n'arrivait pas à le faire. Donc, c'est un peu dommage pour lui. Du côté de McKennie, il a bien joué au début, puis après, en fait, il s'est blessé. Apparemment, c'est rien de trop important. Il pourrait jouer le prochain match. Donc ça, c'est rassurant parce qu'une autre blessure au milieu de terrain, ça a été compliqué. Mais Pulisic, ouais, c'est vraiment dommage. Et Bradley, pour le coup, en deuxième mi-temps, il a délivré des caviars. Mais en première mi-temps, les Guyanais, je sais pas comment on dit pour les... Parce que c'est pas la Guyane française, mais voilà. Ils ont pris à 2 quasiment Bradley. Et Bradley était incapable de jouer. C'est pour ça qu'en première mi-temps, ils ont eu du mal à commencer. Et puis Areola et Boyd ont pas mal dépanné sur les ailes. Et Bradley avait énormément de mal à jouer au milieu de terrain parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs sur lui et à développer son jeu. Heureusement, dans le système de Berhalter, Nick Lima montait pas mal pour dépanner sur le côté. Mais Michael Bradley avait vraiment du mal et Pulisic aussi. Après, Pulisic, il est un peu fatigué. Il a rejoint le groupe à la fin. Je crois qu'il était même pas... Je suis même pas sûr qu'il ait été titulaire face au Venezuela, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça m'étonne pas trop de le voir un petit peu comme ça. J'imagine avec les prochains matchs, il va monter en puissance. Mais c'est vrai que c'est dommage sur ce match. Il y a des trucs qui n'étaient pas parfaits. Bradley, Pulisic en première mi-temps, c'était loin d'être parfait. Et il a bien fait de sortir un petit peu après Pulisic parce qu'il le fallait, je pense. Oui, donc Anthony, est-ce que tu as remarqué ça, toi, avec McKennie et Pulisic, qu'ils n'étaient pas à leur top niveau? Ben, on connaît très bien leur qualité, leur potentiel. Je ne suis pas en train de dire que ça va être de mauvais joueurs. Au contraire, on les attend, ils vont exploser à un moment donné, sauf que ça n'a pas l'air que ce soit encore durant cette Gold Cup. Ben, en tout cas, sur ce premier match, ça n'a pas trop l'air de ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ouais, c'est sûr que contre la Guyana, des fois, c'est peut-être pas très motivant, mais ça peut faire peur de voir Pulisic, comme le disait Antoine, parfois frustré contre une nation avec autant comment je pourrais dire ça, de pas mauvaise qualité, là, mais tu sais, pas à la hauteur des États-Unis.
mais je crois que peut-être que mentalement, il n'est pas 100% dans cette Gold Cup. Je crois qu'il a hâte de rejoindre son nouveau club, là, Chelsea. Je crois qu'il ne faut pas les juger sur cette Gold Cup, ces deux joueurs-là. Je crois vraiment qu'ils sont sur le terrain vraiment en vue de préparer 2022. Mais ils ont quand même ils ont les qualités pour être sur le terrain, mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils ne mettront pas leur 100%, mais c'est sûr que ça va monter en crescendo durant la compétition. Ben oui, c'est sûr. Je pense que ça va monter en crescendo. On s'entend que McKennie était blessé aussi. Il vient de revenir de blessure avant de se reblesser durant ce match-là, mais comme l'a dit Antoine, c'est pas très important. Juste une petite nouvelle pour vous, les amis. On dit les Guyaniens. Donc, pour les habitants du Guyana, c'est les Guyaniens. Donc, on le saura pour la prochaine fois. Et après, on continue un peu. Tu as parlé un peu. J'aimerais parler en fait des deux ailiers. Donc, on a parlé de Tyler Boyd, mais j'aimerais mentionner aussi le match de Paul Arriola qui a été extraordinaire durant ce match-là. Je trouve que, oui, tout le monde parle de Tyler Boyd. On n'oublie pas que Arriola, c'est lui qui a marqué le premier but. Et je pense qu'il a été passeur décisif sur un des autres buts aussi. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il a été excellent, le joueur de DC United, Paul Arriola. T'as pensé quoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi, Antoine? Ouais. Et c'est bien parce que maintenant, je pense qu'on connaît les deux ailiers des États-Unis pendant la compétition. Je pense que Maurice et Jonathan Lewis joueront pas, ou alors ils joueront pardon, ils rentreront, ils seront pas titulaires, je pense. Ouais. Ou alors face à des adversaires qui demandent une certaine rapidité sur les ailes, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que Boyd et Arriola. Mais Arriola a vraiment gagné sa place de titulaire à gauche. Il a fait des efforts assez dingues, puisque Tim Ream prenait un peu l'eau derrière. Enfin, il a pris l'eau une fois, mais c'était sur la seule action qu'il devait faire. Mais Paul Arriola, vraiment, en fait, sous le schéma de Berhalter, Paul Arriola jouait un peu plus bas au milieu et Boyd un peu plus haut en attaque. Donc, Arriola a fait beaucoup d'efforts pour remonter, pour redescendre. Il faisait les bonnes passes. Son but, je pense pas qu'il le met contre une nation qui a une vraie défense. Mais je pense que la passe aussi de Bradley pour Boyd sur le deuxième ou troisième ou quatrième but, je me souviens plus, passe pas forcément avec une vraie nation non plus. Mais c'est très bien d'emmagasiner cette confiance et de marquer des buts parce que il est pas moche son but non plus. Et donc non, franchement il est bon, il a gagné sa place de titulaire et j'ai très hâte de le voir jouer contre une vraie nation parce que il a un travail de sap qui est impressionnant, surtout que il était juste à côté dans un milieu de terrain où Pulisic et McKennie a un peu de mal. Ouais, et Arriola, c'est vraiment le genre de joueur qui est toujours travaillant. Parfois passe un peu sous le radar, mais c'est rare qu'il déçoit, même à DC. Là, on peut toujours compter sur lui. Là. C'est le genre de joueur qui peut rester avec la sélection assez longtemps là, encore. Exactement. Et pour moi, je vais l'appeler un peu, c'est le lien entre les stars d'une équipe et les joueurs un peu plus moyens ou un peu plus normaux ou des joueurs de rotation de l'équipe. C'est comme ça que je vois, moi, Paul Arriola. On le voit à DC United. C'est lui qui est le lien entre Acosta et Rooney et puis le reste de l'équipe. Ben, c'est la même chose dans l'équipe nationale des États-Unis où c'est lui qui est encore le lien entre l'attaque qui est quand même assez forte des États-Unis et la défense qui est un peu chancelante. On va en parler de cette défense-là. Tu as mentionné plusieurs fois, Antoine, Tim Ream. Pour moi, déjà, très sincèrement, je ne vois pas ce qu'il fait là. C'est un défenseur central, d'habitude. Bon, il joue à gauche là. Oui, c'est vrai qu'en équipe nationale, il a toujours joué à gauche. N'empêche, pour moi, je comprends pas comment ce joueur-là est encore là. Je comprends, mais on a tendance à voir des joueurs en Angleterre, puis c'est fini, c'est des dieux. Je suis désolé, mais en voyant la cohésion de cette équipe-là, je vois pas la place de Tim Ream. Déjà, je trouve que si je regarde par exemple son homologue sur la droite, Nick Lima, qui est capable d'être extrêmement offensif. Je regarde Tim Ream qui est très défensif. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi, déjà, contre une équipe comme la Guyana, on a choisi d'opter pour un latéral défensif comme Tim Ream. Je sais pas ce que vous en pensez. On va commencer cette fois-ci par Anthony. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Dans le fond, là, moi, Tim Ream, j'ai vraiment été déçu. En plus, entouré de jeunes, c'est le genre d'équipe qui a pour but de préparer la qualification pour 2022. Donc, tant qu'aller chercher quelqu'un avec un certain âge, moi, je sais pas pour vous, mais à la limite, je serais allé chercher un Demarcus Beasley ou même je serais allé chercher un petit peu plus jeune, très jeune, un Anthony Robinson. On aurait pu lui donner sa chance. Là.
Je ne sais pas si vous êtes du même avis. Ben, il y a aussi Daniel Lovitz, qui est quand même 27 ans, que je pense, s'il a été pris, bon, moi, ça a été une surprise de le voir là, mais n'empêche, de là à faire quelqu'un qui a un peu un lien entre ces générations-là, je pense que Lovitz aurait été bien. En plus, il est très offensif, donc je pense que pour un match contre la Guyana, je pense que c'était le moment idéal de faire ses débuts à Daniel, de donner les débuts à Daniel Lovitz. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. En fait, je comprends un peu pourquoi il y a Tim Ream. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, sous le schéma de Berhalter, le latéral droit repasse au milieu. Donc, Nick Lima a joué quasiment au milieu quand les États-Unis avaient le ballon. Et du coup, la défense à 4 passe à 3. Et Ouais. Tim Ream joue quasiment une défense à 3. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été préféré sur ce match. Peut-être que quand les États-Unis vont jouer contre des gros adversaires et qu'il faudra avoir une défense plus classique, peut-être que Nick Lima sera remplacé par Reggie Cannon ou alors restera vraiment à son poste d'arrière droit qui ne passe pas au milieu et peut-être que là ça ira peut-être Lovitz, mais comme tu l'as dit, il a l'expérience en défense centrale et donc je comprends pourquoi Berhalter le met là. C'est pas, en fait, je trouve que le système de Berhalter est très intelligent mais qu'il n'a pas forcément les meilleures armes pour le faire, qui est peut-être trop ambitieux avec son système par rapport à son roster. C'est dommage, mais les autres, il n'y a pas beaucoup de gros latéral gauche avec les États-Unis. Lovitz, c'est bon, hein, mais je ne sais pas s'il ferait mieux ou pas que Tim Ream. Mais c'est dommage que, tu vois, à droite, tu as Tyler Adams qui peut jouer, tu as Nick Lima, tu as Reggie Cannon qui est quand même un grand espoir. C'est dommage qu'à gauche, on n'est pas encore ça. C'est quoi? C'est un problème en Amérique du Nord, hein, entre le Canada et les États-Unis, ce poste de latéral gauche. J'ai l'impression. Oui, hein, il y en a de moins en moins des latérales gauche. On en voit aussi un peu en Europe aussi. Il y a des équipes qui ont du mal avec les latéraux gauche. À bon entendeur, salut. Je vais aussi revenir sur un sujet qui a fait beaucoup parler au début de cette Gold Cup. On en a parlé longuement lors de la présentation de la compétition, Antoine et moi, quand on a parlé de ça. Et on disait que la défense centrale était un peu, on ne savait pas trop exactement ce que ça allait donner, qui allait être choisi, parce que les 4 défenseurs centraux avaient été utilisés à peu près de la même façon. Et puis là, on a vu Walker Zimmerman et Aaron Long. Bon, on s'entend, c'était la Guyana en face. Il n'y avait pas grand-chose, c'était pas très difficile à défendre, mais n'empêche, est-ce que tu penses, Antoine, que ça va être la charnière centrale jusqu'à la fin de la compétition, Zimmerman, Long? Non, j'allais dire, je pense qu'il y aura 2 changements qui vont être faits dans les prochains matchs. Je pense que Matt Miazga va reprendre un petit peu sa place à côté peut-être de Zimmerman. Long n'était pas hyper non plus serein et les relances de Zimmerman sont meilleures, je trouve. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Miazga Zimmerman au prochain match. Et Miazga, malgré ses critiques, il a fait quand même une belle saison à Reading et il a une expérience avec les États-Unis malgré son jeune âge. Donc je serais pas mécontent de le voir là. Et l'autre changement, je pense, va arriver, comme j'ai dit en intro, c'est Altidore. Parce que dès que tu joueras contre des équipes qui vraiment restent derrière, Zardes te sert à rien parce qu'il n'y aura pas la place pour. Parce que les Guyanais, pardon, ce que tu as dit. Guyanais, oui. Malgré leur faiblesse d'effectif, hein, ils ont quand même essayé de se projeter un petit peu. Donc il y avait la place derrière. Donc Zardes a pu faire 2-3 accélérations. Mais je pense que le Panama, tu vois, si tu as Roman Torres en face de toi, Zardes, il va finir dans la poussière. Donc, c'est pas forcément la poussière, mais voilà, un mec comme Altidore est beaucoup plus. Est bien meilleur pour peser sur les défenses et pour donner des bons ballons, justement, à Areola et Boyd que Zardes. Parce que Zardes, le nombre de contrôles qu'il a raté hier, c'est assez dingue. Enfin, il y a plein de fois où il suffit qu'il tire directement, mais il prend un contrôle, le contrôle est trop long. Enfin, c'est vraiment, ses pieds sont des bumpers, c'est ouf. il n'arrive pas à avoir une première touche de balle qui soit propre. Donc, je pense voir Altidore à ce poste et Miazga probablement en défense centrale pour les prochains matchs. Et même les Américains sur Twitter, là, je pense qu'ils étaient prêts à renvoyer Zardes à la maison. Ils sont tous énervés parce qu'ils l'ont pris. Il a pris Zardes à la place de Josh Sargent, qui est vraiment un chouchou des fans. Donc, c'est aussi pour ça. Mais d'un autre côté, je comprends la frustration des fans américains, mais il faut comprendre aussi qu'un entraîneur, un sélectionneur a besoin aussi d'avoir des joueurs en qui il a déjà confiance dans l'effectif, un joueur qui connaît un peu son système de jeu. Oublions pas que Zardes a joué sous Berhalter durant une saison au complet. Je comprends qu'un sélectionneur veut avoir un peu
je vais dire, ses lieutenants au sein de l'effectif. On a beaucoup parlé aussi de Will Trapp qui est rentré en milieu de match, enfin 62e minute. Oui, peut-être que c'est pas le joueur le plus talentueux, mais c'est un peu le joueur Will Trapp, un peu avec Zardes, c'est les joueurs qui font un peu passer le message et qui vont répondre aux questions par rapport au système de jeu de Greg Berhalter. Parce que des fois, c'est très beau de choisir les meilleurs joueurs disponibles, mais aussi, il faut que ton système y passe. Et on le voit très souvent dans toutes les nations, dans tous les pays du monde. Le premier qui vient à la tête, c'est l'équipe nationale de France. Tout le monde parlait comment ça se fait qu'il y ait des joueurs comme Giroud qui a pas fait une excellente saison, qui est là. Bref, c'est ce genre de personnes-là qui, en fait, Deschamps a une certaine affinité avec Giroud. Ben, c'est la même chose du côté des États-Unis où on voit, par exemple, Berhalter qui fait confiance à Zardes et à Trapp, qui sont des joueurs qui connaissent sa façon de penser et sa façon de jouer. Moi, je le vois comme ça un peu, même si effectivement Sargent est de loin plus talentueux, ça je n'en doute pas. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, mais après, Giroud, pour reprendre la comparaison, même s'il connaissait le système, on savait qu'il jouait en déviation et qu'il n'était pas là pour marquer des buts, donc c'est un mec qui n'a pas marqué. Sardes, il a eu quand même pas mal d'occasions hier où juste le premier contrôle à chaque fois ruine l'action, quoi. C'est assez triste. Il a vraiment du mal avec ce premier contrôle. Et je pense que si on va jouer, peut-être quand on jouera contre quand on jouera en contre-attaque, il sera utile. Mais enfin, vraiment, j'ai hâte que Altidore soit en forme et puisse se jouer. Ben écoute, déjà l'année dernière sous Berhalter, Zardes a quand même marqué 19 buts, ouais. Malgré son premier contrôle. Donc, au moins, il a un côté. Il est capable, c'est un buteur. Il a déjà marqué 6 buts en 15 matchs cette année. C'est un buteur. Bon, c'est pas parfait, on le sait. Sinon, si jamais il était parfait, il serait pas, il serait beaucoup plus haut. On connaît les défauts de Zardes. Par contre, bon, il s'est beaucoup amélioré dans plusieurs facettes du jeu. Il lui reste encore son premier contrôle qui effectivement est défaillant. J'aimerais qu'on parle un peu de cette équipe de Guyana juste rapidement comme ça, parce qu'on avait un joueur de CanPL qui a joué tout le match, c'est Emery Welshman, qui est prêté par Cincinnati à Forge FC. Comme on l'a dit, on n'a pas vu beaucoup la Guyana en point de vue offensif, mais on a vu quelques petites choses d'Emery Welshman. T'as pensé quoi de son match, toi, Antoine? Ça se voit qu'il est un peu un des moteurs de cette équipe de la Guyana, mais comme j'ai dit, ils ont eu une occasion pendant tout le match, hein. Vraiment peut-être un tir dangereux qui aurait pu faire but pendant tout le match. Et d'ailleurs, Stéphane était dessus. Donc, c'était assez compliqué de le juger. Mais en tout cas, ils ont essayé de jouer à la Guyane un petit peu. Ils ont essayé d'attaquer. Et c'est pas mal. Ils ne se sont pas fait que rester derrière. Et même là, sur le côté gauche, là, Callum Harriott, là, j'ai bien aimé. C'est un joueur qui semble vraiment être technique. C'est la première fois que je le voyais jouer. Et je crois que contre une équipe plus faible, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence. Sinon, en défense, là, il y a Jordan Dover, le joueur des Riverhounds de Pittsburgh en USL. Parfois, on a vu que c'est assez dur pour lui, là, mais j'ai vraiment hâte de le voir contre des équipes un petit peu plus faibles lui aussi, là. C'est un joueur qui est vraiment un pilier à Pittsburgh. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir là, pour le reste de la compétition. Oui, exactement. Et c'est drôle que tu parlais de Harriott parce que j'en ai en parlé. En fait, c'est un joueur qui joue à Reading, qui est la deuxième division anglaise, qui est quand même d'un très, très, très bon niveau. Il a joué quand même 12 matchs avec Reading. Et puis, c'est quand même intéressant de voir un joueur comme ça défendre les couleurs de la Guyana. Et puis, j'aimerais mentionner aussi que sur le banc, moi, je pensais qu'il allait être titulaire, mais sur le banc du côté de la Guyana, c'était Kylian Roberts, qui est aussi le gardien de l'équipe de CanPL, Forge FC. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas lui qui est titulaire, mais bon, bref, je n'ai pas trouvé que le gardien actuel, Akel Clark, a fait des arrêts vraiment déterminants pour se mériter la place de numéro 1. Mais bon, après, comme on a dit, on ne peut pas trop juger sur ce match-là, cette équipe nationale de Guyana. Il y aurait pu avoir 6 ou 7-0, hein, parce qu'au-delà de Zardes, Boyd a raté aussi 2-3 occasions
qu'il aurait dû un peu mettre au fond. Après, Ouais. c'est le début, hein, mais il a vraiment raté 2-3 trucs. Il a mis le 1000e but de l'histoire de la sélection américaine, tiens, fun fact, avec son 2e but. Mais ouais, non, il a raté quelques petites choses immanquables et Zardes aussi. Donc voilà, le score aurait pu être plus lourd. Donc c'est pour ça que ce match est satisfaisant quand même pour l'équipe américaine. Parfait. J'aimerais juste parler d'une dernière chose. Nous qui suivons vraiment beaucoup la MLS, j'aimerais parler juste comme ça. Ça vient juste de me venir à l'esprit. C'était pas dans le programme, mais c'est quand même, je trouve ça intéressant. J'aimerais parler un peu de ce qu'on voit de Berhalter, entraîneur de Columbus, du Crew de Columbus, à Berhalter, ce qu'on voit de Berhalter, sélectionneur de l'équipe nationale américaine. Je vais m'expliquer un peu plus. Si on regardait un peu quand il était au Crew de Columbus, on voyait un système de jeu basé sur les latéraux. Donc, basé beaucoup sur Harrison Afful à droite, puis Milton Valenzuela à gauche sur la dernière saison. Puis cette année, on voit en fait que le système de jeu, avec l'équipe nationale américaine, on voit un système de jeu basé beaucoup plus sur les ailiers, donc où on voit Paul Arriola puis Tyler Boyd qui sont beaucoup plus actifs et où les latéraux sont un peu moins présents offensivement. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Antoine, je pense que c'est celui qui a le plus vu ces deux équipes-là. T'en penses quoi? C'est quand même cool de voir un entraîneur pouvoir s'adapter par rapport à ce qu'il a sous la main. Ouais, non, franchement, c'est bien. Après, comme j'ai dit, je pense qu'il est un peu trop ambitieux par rapport à son groupe. Je sais plus c'est qui le disait dans l'émission d'Extra Time, l'émission de la MLS, mais c'est qu'il a, comme je te le dis, il a des ambitions avec les latéraux, le milieu de terrain qui est censé être un peu plus léger du coup, pour avoir de la place pour les ailiers. Le problème, c'est qu'il a un peu du mal avec ces joueurs-là de faire marcher son système parfaitement et on l'a vu contre le Venezuela notamment. Et quelqu'un justement dans ce Extra Time disait pourquoi pas commencer à jouer déjà des systèmes de jeu plus simples avec ces groupes de joueurs et puis après peut-être le modeler et tenter petit à petit des choses compliquées. Moi perso j'adore Berhalter et je suis très content que ce soit sélectionneur des États-Unis. Moi j'adore le fait qu'il tente des trucs, mais je comprends que il est peut-être un peu trop ambitieux par rapport à ses joueurs, mais c'est vrai on retrouve un petit peu cette équipe de Columbus de l'année dernière lors des matchs où ils jouent en contre, mais parfois ça marche pas du tout par contre. Mais en même temps, je crois que c'est le temps dans cette Gold Cup. Tu fais plusieurs matchs dans un court laps de temps. Je crois que c'est le temps de vraiment que les joueurs se mettent à l'aise avec ce système de jeu. Donc, je crois que c'est pas plus mal parce que c'est quand même dur d'apprivoiser un système de jeu avec 2 matchs aux 3 mois. Là, donc, je crois vraiment que ça va être bénéfique. Et puis, en plus, il a dû faire sans Adams blessé. Il y a Duane Holmes qui est censé être quand même un bon backup au poste de numéro 8 ou 10 qui est blessé aussi. Donc, voilà, c'est pas non plus hyper simple. Mais plus loin que cette Gold Cup, en tout cas, j'ai très hâte de voir quel sera le 11 titulaire des États-Unis dans les 2 ou 3 prochaines années. Quand on aura des Tim Weah, des Josh Sargent, des Adams, parce que là, cette équipe qui a la Gold Cup n'est pas la meilleure équipe américaine qu'on puisse avoir, même s'il y a des gros talents. Et j'ai hâte de voir dans les 3 prochaines années qui sont les joueurs qui vont se révéler et ceux qui vont peut-être perdre leur place malgré leur jeunesse parce qu'ils auront du mal en club, par exemple. Donc ça va être très intéressant. Ouais, effectivement. Et puis j'ai hâte aussi, moi, de voir parce que c'est pas juste les États-Unis. On voit le Canada aussi. On en a parlé lors des derniers podcasts aussi, qui a encore des joueurs qui tapent à la porte aussi, qui sont pas, faut pas partie de cette équipe. Bref, en tout cas, c'est intéressant pour Culture Soccer, surtout de voir la progression de ces deux sélections-là. Je pense que on a couvert à peu près tout pour les 2 matchs d'hier. J'aimerais juste mentionner les prochains matchs, ceux qui vont se jouer ce soir. Donc, ce soir, on a 2 gros matchs, 2 gros matchs pour le groupe du Canada. Le Mexique qui va voir le Canada, qui va jouer contre le Canada. Le gros match, la grosse affiche de cette Gold Cup jusqu'à maintenant. Avec Cuba contre la Martinique. Donc, je pense que le gagnant de ce match-là, c'est lui qui va se prendre une petite avance sur la 3e place et pourquoi pas faire être un des meilleurs 3e. Mais c'est ça, Mexique-Canada, à voir ce soir, 10h le soir au Québec. Donc, en France, c'est 4h du matin. Pour ceux qui peuvent pas, vous avez qu'à écouter notre podcast le lendemain sur la Gold Cup. Pour les États-Unis et le groupe des États-Unis, les prochains matchs de ces équipes-là. Antoine, tu peux nous parler un peu de ces 2 prochains matchs, un petit preview des prochains matchs de l'équipe nationale américaine? Comme je le disais, il y aura
que, à mon avis, à mon sens, 2 changements, sauf si la blessure, par exemple, de McKennie s'intensifie pour les États-Unis. Ça va être contre Trinité et Tobago, ce qui est drôle parce que c'est des mauvais Un remake, la revanche. C'est le mondial 2018 raté à Trinité et Tobago. Donc ça va être. C'est bien parce que les adversaires sont graduellement de plus en plus forts. Je pense que le match contre le Panama va être décisif parce que le Panama va sûrement battre la Guyane. Si les États-Unis battent Trinité et Tobago, le dernier match pour la première place entre le Panama et les États-Unis, pour éviter par exemple la Jamaïque ou le Honduras, va être assez décisif. Donc, hâte de voir tout ça. Et je pense que la Guyane, par contre, aura du mal, même face au Panama et Trinité et Tobago. C'est ça. Anthony, quelque chose à ajouter? Non, je crois que tout a été dit. Parfait. Donc, nous, on va voir ce match-là ce soir. Mexique-Canada, ne ratez pas ça. Un gros match à voir. Anthony et moi, on aura la chance de le voir ensemble. On va se rencontrer pour la première fois ce soir. Donc, on vous parlera de nos impressions l'un de l'autre demain. Non, je blague. Bref, en tout cas, donc, j'espère que vous avez aimé notre épisode. Puis, on se revoit demain pour le prochain épisode de spécial sur la Gold Cup, le podcast quotidien de Culture Soccer sur la plus grande compétition continentale en CONCACAF. Et je voulais juste aussi dire que vous allez aussi bientôt entendre le prochain podcast sur la Coupe du Monde féminine, où les Américaines et les Canadiennes sont en train de se qualifier sans trop de soucis. Donc restez aussi connectés pour ceci. Exactement, et tu as très bien fait de le dire, Antoine. On va faire un podcast sur la Coupe du Monde féminine, c'est sûr, à la fin du premier tour, pas avant. Mais on aura plusieurs invités spéciaux, beaucoup de choses à dire, beaucoup de très belles choses qui se passent dans cette Coupe du Monde. En tout cas, j'ai hâte de le faire. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à demain pour le podcast sur la Gold Cup.